Écoutez, bonjour à tous. J'aimerais en même temps avoir la main pour pouvoir partager ma présentation. Je suis extrêmement honoré, très très heureux de participer aux 28e journées de l'AMCAR et surtout, effectivement, on a participé à une très très belle session sur l'insuffisance cardiaque, très riche en discussions. Et justement, je tiens tout d'abord à remercier à mon tour le professeur Schleiby pour tout ce qu'il est en train de faire au niveau de l'AMCAR, pour ce très très beau congrès, ce très beau programme. Je remercie aussi le laboratoire Boehringer de m'avoir associé à ces journées. Et puis c'est une occasion de saluer tous mes amis marocains, tous mes amis maghrébins aussi. J'aurais vraiment aimé être parmi vous, mais bien évidemment, je pense que d'ici 2022, les choses seront beaucoup plus claires. Alors, on a parlé depuis tout à l'heure d'une nouvelle classe thérapeutique, les IGLT2, les inhibiteurs de SGLT2. Depuis 2015, ils ont révolutionné, je crois, la prise en charge de nos patients, que ce soit les patients diabétiques, nos patients non diabétiques. Et effectivement, depuis quelques jours d'ailleurs, et vous avez pu le constater au niveau du congrès de l'ESC, il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur cette classe thérapeutique. Alors, pour être au cœur du diabète, je crois que pour y être, c'est à travers un cas clinique. Et voilà un patient donc, que j'ai pris en charge au début du mois de janvier. C'est un patient âgé de 68 ans. Il est diabétique de type 2 depuis 1992 sous insuline, plus d'une trentaine d'années. Pas d'hypertension, il est sevré de tabac. Et puis, il fait un infarctus antérieur le 5 janvier 2021. Il est traité le jour même, bien sûr, dans un contexte d'urgence par une angioplastie coronaire, pose de 2 stents actifs. Il est mis sous un traitement classique, je dirais, clopidogrel, aspirine, IEC et statine. Et puis, le soir même, à 23 h, il fait un tableau d'OAP sévère, nécessitant la ventilation mécanique, le recours à des drogues inotropes positives, donc un état de choc cardiogénique. Et je refais une nouvelle coronarographie qui confirme le diagnostic d'une thrombose de stent, ce qui est assez rare quand même le jour même, qui est traité par une angioplastie au ballon avec un bon résultat. Alors, on fait un scanner, une PCR, parce qu'on se dit peut-être on est passé à côté de Covid-19 avec le risque thrombotique. Il fait une bonne évolution clinique, il est extubé, et voilà son traitement de sortie. Donc, on passe maintenant à du ticagrelor, à de l'aspirine, du ramipril, du bisoprolol, du furosémide, de l'aldactone et de la rosuvastatine, donc pour son traitement. Et mois de février, un mois plus tard, il consulte pour une dyspnée d'aggravation récente de classe 2 sans douleur thoracique, avec une toux nocturne, une asthénie. À l'examen, il a un poids 67 kg, une pression à 130-80, une fréquence cardiaque à 95, il est rapide, une saturation à 95%, pas de râle crépitant, des turgescences jugulaires, absence d'œdème des membres inférieurs. On est manifestement devant un tableau d'insuffisance cardiaque gauche chronique de classe 2. Voilà son électrocardiogramme qui montre la séquelle de nécrose en antérieur, et à la biologie, un diabète mal équilibré, ce qui est assez fréquent, pas d'anémie, une bonne fonction rénale, une bonne caléémie. On retrouve chez lui une dyslipidémie assez sévère sous la forme probablement d'hypercholestérolémie familiale avec un LDL à 1,95 g et puis des NT-proBNP qui sont augmentés. L'échographie cardiaque sans surprise montre un ventricule gauche qui est modérément dilaté avec une dysfonction ventriculaire gauche modérée, une FEVG à 38%, une hypokinésie franche de la paroi antérieure, pas de valvulopathie, des pressions de remplissage élevées, des cavités droites non dilatées, un péricarde sec. Donc si on résume l'observation, on est devant un homme de 68 ans, diabétique sous insuline, hypercholestérolémie familiale probable, coronarien avec son infarctus antérieur, une angioplastie avec stent actif, une dysfonction VG modérée à 38%, un tableau d'insuffisance cardiaque gauche de classe 2. Il a un traitement de fond avec IEC, bisoprolol, diurétique, aldactone, statine, ticagrelor et aspirine. Alors, c'était un patient initialement, je pense qu'on est tous d'accord, c'était un patient à haut risque cardiovasculaire avant qu'il fasse son infarctus du myocarde, et on est passé à un patient à très haut risque cardiovasculaire au moment où il rentre dans la maladie coronaire, où il fait son infarctus du myocarde. Alors, on sait qu'un diabétique qui va faire un infarctus du myocarde a un pronostic beaucoup plus péjoratif qu'un non-diabétique qui n'a pas fait d'infarctus, mais aussi, bien évidemment, qu'un diabétique même et qui n'a pas d'infarctus du myocarde, donc un pronostic beaucoup plus péjoratif. Globalement, retenez qu'il a 6 fois plus de risque de mourir
qu'un non-diabétique qui n'a pas d'atteinte cardiovasculaire est 2 fois plus qu'un diabétique sans atteinte cardiovasculaire, que ce soit par maladie coronaire, que ce soit par maladie cardiovasculaire de façon beaucoup plus large. Il y a toujours 2 fois plus de risque de décès dès lors que le patient se transforme, je dirais, en patient en prévention secondaire. Et puis, c'est un malade qui a de l'insuffisance cardiaque. Or, la fréquence et la prévalence d'insuffisance cardiaque chez le diabétique est assez élevée parce qu'on sait qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent aboutir à cette insuffisance cardiaque. Ça peut passer bien sûr de façon directe par la maladie coronaire, comme dans le cas de notre patient. Ça peut passer de façon indirecte par une atteinte du myocarde, inflammatoire, dysfonction du et tous les mécanismes complexes que l'on connaît bien. Globalement, on sait qu'à peu près 10 à 30% des diabétiques auront ou feront de l'insuffisance cardiaque et que le diabète multiplie par 3 le risque de développer de l'insuffisance cardiaque, et d'autant plus que ce patient va vieillir, je dirais prendre de l'âge, l'incidence de l'insuffisance cardiaque augmente, mais dans tous les cas de figure, quel que soit l'âge, vous avez toujours une augmentation de la prévalence de l'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques versus un non-diabétique. Ceci est aujourd'hui bien clairement démontré, je dirais, que cette augmentation de l'incidence ou de prévalence de l'insuffisance cardiaque est liée à l'âge, est liée à un diabète qui est mal équilibré, est liée au recours à l'insuline et donc, je dirais, l'ancienneté du diabète est liée à la présence ou non d'une maladie coronaire. Alors, en Tunisie, nous avons la chance d'avoir un très beau registre de l'insuffisance cardiaque que j'avais initié au moment où j'étais à la tête de la Société tunisienne de cardiologie. Leïla Abid l'a publié et c'est le registre Nature HF sur plus de 2040 patients qui ont été suivis 1 an d'insuffisance cardiaque aiguë, mais en grande majorité d'insuffisance cardiaque chronique. On sait qu'en Tunisie, maintenant, l'âge moyen de nos patients insuffisants cardiaques est aux alentours de 63 ans. Et puis, regardez, 1/3 des patients de ce registre sont des patients diabétiques. Aussi, la moitié à peu près ont une maladie coronaire et la moitié ont une fraction d'éjection inférieure à 40%. Mais si on regarde l'étiologie de l'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques, 70% c'est de la maladie coronaire et donc ça justifie tout à fait de faire une coronographie systématique chez ces patients. Et puis on a maintenant des chiffres de mortalité. Effectivement, je rejoins toutes les réflexions qu'a faites mon ami professeur Ahmed Bennis par rapport à la gravité et la sévérité de cette maladie. Et regardez sur la maladie, une insuffisance cardiaque chronique, ne serait-ce qu'à 1 an, vous avez une mortalité aux alentours de 10%, et s'il est passé par la case insuffisance cardiaque aiguë, c'est 22% de mortalité. Et si on regarde les réhospitalisations et l'insuffisance cardiaque et le décès de cause cardiovasculaire, c'est aux alentours de 16,8%. Globalement, chez notre patient, on retrouve 3 facteurs prédictifs à 1 an, soit de mourir, soit d'être réhospitalisé. Il est diabétique, il a une fraction d'éjection à moins de 40% et il a une cardiopathie ischémique. Alors, quelle stratégie thérapeutique pour notre patient? Je crois que tout d'abord, c'est important de comprendre le mécanisme de cette insuffisance cardiaque. Ça pourrait paraître assez simple, on va se dire c'est un infarctus, il a une dysfonction VG. Le mécanisme est simple, ce n'est pas toujours le cas. Et depuis un certain temps, on utilise un appareil qui est très intéressant, c'est l'impédance cardiographie, qui permet une évaluation hémodynamique non invasive. Et chez notre patient, regardez, on a dans le cas de figure ici un niveau de fluide thoracique qui est augmenté. C'est dans le secteur interstitiel, donc il a du liquide dans son secteur interstitiel. Pourtant, il n'y avait pas d'œdème des membres inférieurs, il n'y avait pas de crépitant à l'auscultation. Son index cardiaque est tout à fait acceptable à 3,3 litres minute. Il n'est pas optimal, bien évidemment. Si on regarde les paramètres de contractilité, et notamment l'index de Iter, c'est je dirais, un paramètre global de contractilité. Assez paradoxalement, ce n'est pas si mauvais que ça. Et puis, si on regarde les résistances vasculaires systémiques, elles sont aussi relativement contrôlées, je dirais, par des IEC. Et parfois, on a des profils de patients avec des résistances très élevées. On pense à un échappement aux IEC. C'est peut-être des patients chez qui il faut passer à autre chose, notamment la classe des arnis. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une épreuve aussi hémodynamique, et lorsqu'on fait un test de levée de jambes passif, c'est l'équivalent d'une épreuve d'effort, on regarde l'augmentation du volume d'éjection systolique, et là on constate qu'il y a une réponse qui est faible, uniquement, je dirais, une augmentation de 12% du volume systolique, une augmentation de 18% du débit cardiaque, ce qui est insuffisant. Habituellement, il faut
au moins une augmentation de 30% du volume d'éjection systolique à l'effort pour considérer que notre malade est capable d'avoir une bonne réserve cardiaque. Donc là, on a une réserve cardiaque qui est relativement bas et un patient qui est en surcharge volumétrique. Alors, optimiser le traitement médical, et effectivement, c'est un temps qui est capital. Et j'ai énormément apprécié la présentation de Ahmed Benis parce que effectivement, il met en exergue tous les enjeux actuels de la prise en charge. On a ce concept de période vulnérable qui est aujourd'hui clairement établi. C'est une période qui peut aller de 1 à 2 mois pour certains, qui peut s'étaler sur 6 mois pour d'autres, en fonction effectivement aussi de l'état de volémie de notre patient, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque. Pour les patients les plus fragiles, on prendra un peu plus de temps pour optimiser le traitement médical. Mais regardez, nous avons chiffré cette période vulnérable en Tunisie dans le registre Nature HF. Sur les 3 premiers mois, 4,5% ont été hospitalisés et à 12 mois, 7,3% cumulés, ce qui veut dire que la grande proportion des patients ont été admis dans les 3 premiers mois. Et sur la mortalité, c'est encore plus parlant. La mortalité dans les 3 premiers mois était de 9,9% et à 12 mois de 13%, ce qui montre bien que la grande proportion des patients vont mourir dans les premiers mois, je dirais, du diagnostic de l'insuffisance cardiaque et dans l'entrée dans la maladie. Et si on regarde maintenant selon le statut du diabète nature HF, regardez pour les diabétiques insulinés, c'est le cas de notre patient en jaune, vous voyez que la mortalité est quasiment présente dans les premiers mois et donc il va falloir être optimal dès le départ, ne perdre aucune minute parce que tout va se jouer dans les 3 premiers mois, ce qui est un petit peu moins vrai pour les diabétiques qui sont sous AOD, mais on voit dans tous les cas de figure, diabétiques ou non diabétiques, il y a toujours cette cassure de la courbe de survie dans les 180 jours et idem pour les réhospitalisations, la moitié des réhospitalisations vont survenir dans les 180 jours dans les 3 premiers mois. Notre patient est dans le premier mois de l'aggravation de son insuffisance cardiaque ou de l'entrée dans la maladie et donc on est vraiment dans la période vulnérable, la période précoce vulnérable et c'est là où il faut optimiser très rapidement le traitement. Je crois qu'on vous l'a montré, les nouvelles recommandations sont là pour nous dire d'arrêter cette stratégie séquentielle qui est à l'origine de l'inertie thérapeutique, qui est à l'origine très souvent des patients qui n'ont pas au moins les classes qui ont montré leur efficacité sur la réduction de mortalité, IEC ou ARNI, bêta-bloquants, minéralocorticoïdes et les inhibiteurs de SGLT2. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont les 4 piliers de l'insuffisance cardiaque et qu'il faut essayer d'introduire, bien évidemment, en fonction des moyens financiers du patient, en fonction des conditions hémodynamiques de notre patient et de la fonction rénale, comme ça a été très très bien discuté, mais il va falloir tout faire pour que ces classes thérapeutiques soient aujourd'hui présentes. Effectivement, on a rajouté l'empagliflozine à 10 mg, un comprimé par jour chez notre patient. Alors pourquoi le choix de l'empagliflozine avant même la survenue, je dirais, de ces recommandations? D'abord pour ses mécanismes d'action, on est face à un diabétique hypertendu qui a de l'insuffisance cardiaque et qui garde une congestion malgré un traitement médical optimal. On se rappelle tous que le mécanisme originel, je dirais, de cette classe thérapeutique, c'était pour son action glucosurique. Et effectivement, c'est ce qui permet le contrôle glycémique, ce qui permet la perte de poids aux alentours de 3 kg, mais on a constaté aussi un effet natriurétique, baisse de la pression systolique, amélioration de la surcharge volémique, baisse de la pression intraglomérulaire et donc manifestement une cardioprotection et une néphroprotection attendue de par ces événements. Mais ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on regarde dans l'étude Emperor Reduce, j'y reviendrai, mais quelle que soit la volémie de notre patient, le fait qu'il soit surchargé ou pas, on a le même bénéfice de cette classe thérapeutique, ce qui prouve bien que le mécanisme n'est pas seulement un effet diurétique, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et vraisemblablement, il y a d'autres mécanismes, et on attend bien évidemment des études beaucoup plus, je dirais maintenant, précises sur les mécanismes exacts sur le cœur, sur le rein, sur le vaisseau et sur le corps de façon générale. Ça passe probablement par l'amélioration de la fonction endothéliale, par la crise énergétique intracellulaire, par l'inflammation, mais on n'a pas encore tous ces mécanismes. Mais le plus important, c'est si je vais utiliser l'empagliflozine, ou on aurait pu utiliser aussi la dapagliflozine, c'est pour ses preuves cliniques. Et effectivement, aujourd'hui, on a des preuves cliniques solides. Rappelez-vous, en 2015, l'étude EMPA-REG Outcome, qui était une étude supposée vérifier la sécurité de l'empagliflozine
chez les patients diabétiques de type 2 qui étaient à haut risque cardiovasculaire, ils étaient pour la grande majorité en prévention secondaire, il y avait de façon surprenante une réduction très significative des 3 MACE, à savoir décès de cause cardiovasculaire, infarctus et AVC non fatal, de mortalité cardiovasculaire. La mortalité cardiovasculaire a été réduite de façon significative de 38%. Et puis, le recours à l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et la mortalité de toute cause. Globalement, il faut savoir que dans cette étude en Empiric Outcome, où 80% des patients étaient sous IEC, où plus de 75% des patients étaient sous statine, ben, regardez le bénéfice de l'empagliflozine. Il fallait traiter seulement, je dirais, 39 patients pour éviter un événement cardiovasculaire. C'est beaucoup mieux que les statines, c'est beaucoup mieux que les IEC, où à ce moment-là, il n'y avait pas encore de statines et d'IEC pour tout le monde. Et puis, bien évidemment, nous, cardiologues, nous nous sommes très vite intéressés à cette molécule et son potentiel bénéfice chez les patients insuffisants cardiaques. Et Emperor Reduced, 8 octobre 2020 dans le New York Journal of Medicine, première révolution, je dirais, dans la prise en charge moderne de l'insuffisance cardiaque. Étude de design très simple, on prend des insuffisants cardiaques qui ont une fraction d'éjection à moins de 40%, 3730 patients, des patients qui sont sous empagliflozine 10 mg, placebo, de façon simple, un composite endpoint très simple, décès de cause cardiovasculaire, hospitalisation, réduction de 25%, avec des courbes, comme on vous l'a précisé, qui s'éloignent très rapidement et qui rentrent effectivement dans la logique d'un traitement rapide qui peut donner une réponse rapide sur la mortalité. Et puis, cerise sur le gâteau, je dirais, ça marche aussi bien chez le diabétique que chez le non-diabétique, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de voir aujourd'hui dans notre quotidien. Autre chose qui me semble pertinente dans les sous-groupes, c'est que ça marche mieux chez les patients qui sont en NYHA classe 2 que chez les patients qui sont en classe 3 ou en 4. Et donc, attendre que votre malade s'aggrave, passe en stade 3, malheureusement, ça sera trop tard et on aura perdu le bénéfice de ces molécules. Et c'est valable aussi bien par le sacubitril/valsartan et quasiment pour toutes les molécules. Il faut agir vite et rapidement chez nos patients et très précocement. Et puis, aussi que nos patients sont sous ARNI ou pas, vous allez avoir le bénéfice, et je dirais même plus, le bénéfice est beaucoup plus important chez les patients qui sont sous sacubitril/valsartan, d'où l'importance aujourd'hui d'associer les molécules les plus pertinentes. Et puis si on regarde les hospitalisations, que ce soit la première ou les récidives d'hospitalisation, vous avez 30% de réduction des hospitalisations et on sait effectivement que chaque hospitalisation est un coût sur le myocarde et va aggraver le pronostic. Et aujourd'hui, réduire des hospitalisations, c'est pas seulement gagner de l'argent, mais c'est aussi améliorer le pronostic de nos patients. Et puis, bénéfice qui était probablement attendu, mais qui a été vérifié pour la première fois avec cette classe thérapeutique, c'est la réduction de, je dirais, la dégradation de la fonction rénale. Aujourd'hui, on sait que l'insuffisance cardiaque, c'est finalement pas seulement une maladie du cœur, mais c'est aussi une maladie du rein. Et comme vous l'avez bien souligné, souvent nos patients ont de l'insuffisance rénale. Et donc avoir une molécule qui est aussi bien efficace pour le cœur que pour le rein, c'est vraiment quelque chose en pratique clinique qui est importante. Et même dans l'étude Emperor Reduced, on montre moins de patients qui vont aller en dialyse, moins de patients qui vont avoir une aggravation persistante de la fonction rénale, parce que vous savez que quelquefois la fonction rénale peut s'altérer et s'améliorer, et c'est ce qu'on voit au tout début de la mise chez les patients sous empagliflozine. Ça ne sert à rien de faire une créatinémie de contrôle à 15 jours comme on est habitué avec les IEC, avec les ARA2, avec les ARNI, parce que vous allez parfois être déçu de voir une créate qui augmente. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger ensuite avec le temps. Et puis, est-ce que c'est un effet qui est lié à la molécule ou lié à la classe? Je pense qu'il y a un effet de classe et on a au moins deux molécules, deux études d'APA-HF et Emperor Reduced qui montrent exactement la même chose avec quasiment la même amplitude dans la réduction des événements cardiovasculaires. Et grâce à cette méta-analyse, on a montré un impact des deux molécules sur la mortalité cardiovasculaire. Alors, c'est clair aujourd'hui, les recommandations nous ouvrent la porte vers une prescription des 4 piliers précoces. Vous avez le choix et regardez, ça a été cité, c'est dapagliflozine ou empagliflozine qu'il faut donner pour l'instant parce qu'on peut les donner aussi bien chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. Et je peux vous dire que les bénéfices chez les non-diabétiques sont aussi extrêmement importants. Et puis, ce n'est pas vraiment le cas de notre patient, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelques jours, pour la première fois, on a une étude qui marche sur l'insuffisance cardiaque
à fraction d'éjection préservée et avec la même ampleur, et ça c'est important, de réduction du risque, 20% sur les événements primaires, 30% sur les hospitalisations. Et encore une fois, une chose très importante, c'est que ça marche très bien chez ce qu'on appelle aujourd'hui l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection moyennement altérée, entre 40 et 50. Ça marche aussi bien pour les patients entre 50 et 60, peut-être un peu moins bien pour les patients qui ont une fraction d'éjection à plus de 60%. C'est probablement une autre entité et ça va probablement, cette étude va changer notre définition de l'insuffisance cardiaque. Mais surtout, j'aimerais insister encore une fois, même dans cette fraction d'éjection préservée, vous pouvez le voir, ça marche très très bien chez les patients qui sont en NYHA de classe 2 et moins bien chez les patients les plus sévères. Et c'est encore un plaidoyer pour donner plus précocement le traitement. Et vous voyez en rouge l'empagliflozine, et vous avez, quelle que soit la fraction d'éjection, vous allez retrouver quasiment le bénéfice est constant sur les endpoints d'essai de cause cardiovasculaire et insuffisance cardiaque, jusqu'à 62% de fraction d'éjection. Donc, probablement, on aura plus de problème de regarder les malades avec 50% d'FEVG qui font de l'insuffisance cardiaque. Vous pouvez donner de l'empagliflozine. Préserve, Empereur Préserve vient de le montrer de façon claire et indéniable avec un endpoint simple. Et puis, je prescris aujourd'hui l'empagliflozine chez mes patients pour sa facilité d'utilisation. Effectivement, je crois que Ahmed Benis a beaucoup insisté sur l'inertie thérapeutique. On sait que malheureusement, on a très peu de patients qui vont aller jusqu'à la cible thérapeutique. Et là, pour la première fois, on a une classe thérapeutique où l'initiation, c'est la cible thérapeutique. Donc, il n'y a pas à s'embêter. Il suffit juste de vérifier que votre clairance est bonne pour pouvoir intervenir très précocement et vous êtes d'emblée à la dose efficace. Clairance à moins de 20, on ne prescrit pas. Clairance à plus de 20, on peut donner l'empagliflozine. À plus de 30, c'est la dapagliflozine. Et pour les autres, bien évidemment, ce sont des paliers en fonction de l'évolution. Alors, quelle évolution après le traitement et quelle précaution? Effectivement, aujourd'hui, tout le monde est clair. Il faut revoir notre patient très précocement, entre 1 à 2 semaines après la sortie. Et c'est aujourd'hui, je dirais, inconcevable de revoir un patient insuffisant cardiaque après 3 mois, parce que malheureusement, je crois que je vous l'ai démontré, dans les 3 premiers mois, tout peut se passer, 10% vont mourir, et aujourd'hui, on doit le voir très précocement, lui expliquer que l'ajustement thérapeutique est très important et chaque minute et chaque jour va compter. On s'attend bien évidemment à une amélioration des symptômes, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, j'ai vu un patient non diabétique après 5 jours et il me rapporte le fait que ça fait 2 ans qu'il n'a pas dormi aussi bien juste en lui mettant l'empagliflozine. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on mesure dans notre quotidien. Et effectivement, on aura une petite baisse de la pression systolique et c'est très intéressant, 3 à 4 mm, c'est très intéressant pour les patients qui ont des pressions systoliques limites où vous pouvez donner de l'empagliflozine ici avec quand même une sécurité. Il faut faire attention, bien évidemment, parfois diminuer un petit peu la dose de diurétique. Et on sait que comme effet indésirable, c'est surtout des infections génitales. Alors l'évolution clinique de notre patient a été bonne, asymptomatique, une pression qui est restée correcte avec une fréquence cardiaque à 65. Il a eu un épisode d'hypoglycémie, effectivement, et j'attire votre attention. Faites attention, collaborez avec les endocrinologues chez les patients qui sont sous insuline, chez les patients qui sont sur sulfamide hypoglycémiant. Sinon, pour le reste, honnêtement, on a très, très peu de problèmes. Sa glycémie s'est corrigée. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, mes conclusions sont les suivantes. Je crois que la prise en charge du diabétique de type 2 aujourd'hui est en voie de changement profond, passant d'une approche principalement qui était glucocentrée à une approche permettant de privilégier les médicaments qui diminuent le risque d'événements cardiovasculaires majeurs. On est en train d'assister à cette véritable révolution dans la prise en charge des patients diabétiques, mais aussi non diabétiques insuffisants cardiaques, et les recommandations qui datent de quelques jours viennent de nous montrer. Les bénéfices remarquables des inhibiteurs de SGLT2 font qu'ils sont devenus incontournables aujourd'hui chez tous les insuffisants cardiaques, et ceci indépendamment de la fraction d'éjection. Et je crois que je ferai la conclusion que tous les orateurs ont faite. Finalement, ils doivent être rapidement introduits aujourd'hui dans le schéma thérapeutique pour une cardio et néphroprotection largement démontrée. Je vous remercie.